Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par le département de formation de l'Argus de l'assurance. Donc l'Argus de l'assurance formation sont plus de 150 programmes et 400 sessions de formation chaque année. Sessions de formation en distanciel ou en présentiel. Vous pourrez le voir sur les slides suivantes, sur des thématiques variées telles que le risk management, la finance, la réglementation, la distribution, le digital et l'assurance de personnes auxquelles nous allons nous intéresser aujourd'hui. Donc, on a quelques petits problèmes techniques qui font que malheureusement, maître Julie Crevaux ne peut pas activer sa webcam. Donc, malheureusement, vous l'entendrez, mais vous ne la verrez pas. C'est dommage parce qu'elle est très jolie. Voilà, donc elle va nous accompagner aujourd'hui. Elle est avocate au barreau de Lyon. Et elle exerce depuis plus de 8 ans son activité en droit public et plus spécifiquement en droit de la fonction publique et gestion des ressources humaines. Donc, elle nous accompagne pour cette intervention autour de la protection sociale des agents. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire grâce aux petites questions que vous devez avoir sur votre écran et je les relayerai en fin d'intervention afin que nous puissions vous répondre. Très bon webinaire et je laisse donc la parole à Maître Crevaux. Merci, à tout à l'heure. Merci Laurence. Bonjour à tous et effectivement, toutes mes excuses pour cette petite difficulté technique. On n'a pas réussi à en brancher la caméra. Enfin, il doit y avoir une difficulté. Ça arrive et c'est le propre des webinaires. Donc, bonjour à tous effectivement et bienvenue sur ce webinaire sur la protection sociale des agents publics où pendant une grosse demi-heure, je vais m'atteler à vous rappeler tout d'abord les principes de base sur la protection sociale des agents publics pour ensuite aborder l'actualité dans cette matière et vous verrez qu'elle est assez riche depuis quelques mois. Donc, sans plus tarder, commençons par la protection sociale. De manière générale, pour les agents publics, mais comme pour n'importe quel travailleur, la protection sociale recouvre deux aspects. D'abord, d'un côté, la protection sociale obligatoire, ça va être pour les agents publics l'ensemble des droits à congé dont ils peuvent bénéficier lorsqu'ils sont malades, c'est-à-dire le maintien de la rémunération, et de l'autre, la protection sociale complémentaire, qui va être la participation financière de l'employeur public à la complémentaire santé des agents et qui, pour l'instant, à l'inverse de la protection sociale obligatoire, donc le maintien de la rémunération pendant les congés, pour l'instant, la protection sociale complémentaire est quelque chose de facultatif et on verra que c'est la grosse actualité du moment, c'est d'avoir un dispositif qui va devenir obligatoire. Donc, d'abord, voyons ensemble la protection sociale obligatoire des agents publics et donc, je vous le disais, ce sont les droits à congé maladie des fonctionnaires. Et là, dans cette catégorie, il faut encore distinguer les congés maladie lorsque la dégradation de l'état de santé n'est pas liée à l'exercice des fonctions, des congés qui vont pouvoir être octroyés lorsque l'invalidité, enfin l'état de santé s'est dégradé en lien avec l'exercice des fonctions de l'agent. À chaque fois, je vous ai rappelé sur le support les articles afférents, donc les articles du statut. Donc, je vous le rappelle, une loi qui est applicable à l'ensemble des fonctions publiques, qui est la loi du 13 juillet 83, et ensuite une loi spécifique par fonction publique dans laquelle vous allez retrouver les articles liés au congé maladie, mais les principes restent les mêmes dans les trois fonctions publiques. Avant d'aborder plus dans le détail ces types de congés, je vous rappelle que, comme pour les salariés, vous avez un jour de carence qui s'applique dans la fonction publique, qui a été, donc il y a eu beaucoup de tergiversations sur le jour de carence, on l'enlève, on le remet pour qu'il y ait une égalité avec la situation des salariés. Et il a été rétabli de manière définitive, ou en tout cas depuis le 1er janvier 2018, par l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Je vous cite ça parce que c'est important, parce que ça va être une actualité qu'on va développer un peu plus tard.
Qu'est-ce que ça signifie le jour de carence? C'est le fait que le maintien de la rémunération par l'employeur public ne va s'appliquer qu'à partir du 2e jour de congé de maladie. Ça veut dire que le 1er jour d'arrêt maladie, l'agent ne va pas bénéficier de son maintien de rémunération. Évidemment, comme toute règle, il y a des exceptions. Et le jour de carence n'aura pas vocation à s'appliquer dans la fonction publique en cas de situs. Donc le situs, on le détaillera juste après, c'est lorsque l'état de santé s'est dégradé en lien avec l'exercice des missions. Pas de jour de carence non plus lorsque c'est la femme enceinte pendant sa grossesse qui tombe malade. Et enfin, troisième dérogation au jour de carence, c'est pas une liste exhaustive, hein, mais c'est les 3 principales. C'est lorsque vous avez l'agent cumule 2 congés maladie pour la même affection et lorsqu'il y a moins de 48 heures entre les 2 congés, eh bien l'agent n'a pas de nouveau un jour de carence en fait qui va venir s'appliquer lors de la rechute en fait de sa maladie. Alors, voyons un peu plus dans le détail ces congés lorsque la dégradation de l'état de santé n'est pas liée à l'exercice des fonctions. C'est-à-dire que l'agent, indépendamment des missions qu'il exerce pour son administration, est tombé malade. Et là, il faut distinguer 3 types de congés. Tout d'abord, le congé de maladie ordinaire. Là c'est sans difficulté lorsque l'agent produit un certificat médical, il a une pathologie qui est dûment constatée et qu'il le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Là, l'agent va pouvoir bénéficier d'1 an de congé de maladie ordinaire, donc CMO, congé de maladie ordinaire pendant 1 an, où là, le maintien de la rémunération va évoluer. C'est-à-dire que dans les 3 premiers mois, il aura son plein traitement. Et dans les 9 mois suivants, c'est un demi-traitement. Alors, là, je parle de traitement. Je pourrais préciser si certains ont des questions là-dessus. Je parle de traitement, c'est-à-dire que c'est la rémunération de l'agent qui est liée à son indice. Je ne parle pas des primes et des indemnités qui peuvent s'ajouter à ce traitement. D'accord ? L'obligation légale est donc le maintien du plein traitement, puis du demi-traitement en fonction de la durée du congé de maladie ordinaire, mais la loi, en tout cas, ne parle pas du maintien des primes et indemnités. Donc, ça va être, notamment dans les collectivités territoriales, à l'organe délibérant de délibérer pour dire si le régime indemnitaire, ce qui est souvent le cas, si le régime indemnitaire suit la modification du traitement, c'est-à-dire finalement plein régime indemnitaire pendant 3 mois et demi-régime indemnitaire pendant les 9 mois suivants. Pendant le congé de maladie ordinaire également, il y a le maintien du supplément familial de traitement. Vous savez, ce supplément de rémunération qui est versé en fonction du nombre d'enfants à charge de l'agent, et maintien de l'indemnité de résidence qui est, elle, versée en fonction de la situation géographique de l'administration dans laquelle il travaille. Donc ça, c'est pour le congé de maladie ordinaire. Le fonctionnaire peut également bénéficier d'un congé de longue maladie. Là, c'est dans l'hypothèse où la maladie est évidemment dûment constatée par un certificat médical, qu'elle met l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, mais qui, en plus, à la différence du congé de maladie ordinaire, va nécessiter, cette pathologie va nécessiter des traitements et des soins prolongés et va présenter un caractère invalidant et de gravité confirmée. Donc là, on va au-delà du congé de maladie ordinaire, c'est quelque chose qui atteint de manière particulièrement grave et invalidante le fonctionnaire. Et dans cette hypothèse, donc ça doit être reconnu par un médecin et validé par le comité médical. Et dans cette hypothèse, vous avez le maintien de la rémunération pendant une durée de 3 ans. Et là, on a 1 an de plein traitement et 2 ans de demi-traitement et toujours ce maintien du SFT et de l'indemnité de résidence. Troisième hypothèse, c'est le congé de longue durée, où là, c'est dans l'hypothèse de pathologie prédéfinie. C'est-à-dire que c'est en cas de tuberculose, de maladie mentale, de cancer, de poliomyélite et de déficit immunitaire grave et acquis. C'est dans ces hypothèses-là qu'on peut bénéficier d'un congé de longue durée et qui est là attribué pour une durée de 5 ans
À l'issue de la période de plein traitement d'un congé de longue maladie, si l'agent a bénéficié d'un congé de longue maladie auparavant. Et là, la répartition plein traitement, demi-traitement, c'est 3 ans de plein traitement et 2 ans de demi-traitement avec toujours maintien du SST et de l'indemnité de résidence. Voilà les 3 types de congés dont peuvent bénéficier les agents publics, donc les fonctionnaires, lorsqu'ils ont une dégradation de leur état de santé et que celle-ci n'est pas liée à l'exercice des fonctions. Et en parallèle, on a un autre type de congé qui s'appelle le CIPIS, donc c'est plus simple par cet acronyme, qui est le congé pour invalidité temporaire imputable au service. Et là, ça signifie que l'agent a vu son état de santé se dégrader en lien avec l'exercice de ses missions. C'est-à-dire qu'on a un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle qui a été reconnue et qui a conduit l'agent à être dans l'impossibilité de continuer l'exercice de ses missions. Donc ça, c'est les conditions pour que le CIPIS soit octroyé. Et là, c'est extrêmement protecteur pour l'agent parce que l'agent va bénéficier de son plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage à la différence de ce qui peut se passer en CMO, CLM et CLD. Vous n'avez pas de passage à demi-traitement lorsque l'agent bénéficie d'un CIPIS, donc lorsqu'il est victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Et en plus de ce maintien à de son plein traitement, l'agent va bénéficier du remboursement des honoraires médicaux et des frais qui sont directement entraînés par la maladie ou l'accident. Donc c'est une protection globale de l'agent qui a été victime d'un accident de travail, d'un accident de trajet ou d'une maladie professionnelle. Je voulais également vous rappeler ces notions d'accident de service, d'accident de trajet et de maladie professionnelle qui donnent potentiellement lieu à l'octroi d'un CIPIS. Pour rappel, l'accident de service au sein de la fonction publique, je ne parle que des agents publics et des agents titulaires plus précisément. Pour l'agent titulaire, l'accident de service, c'est celui qui survient, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal. Et là, vous avez une présomption d'imputabilité. Ça veut dire que l'agent a juste à démontrer finalement qu'il y a eu un accident, donc un événement, dans le temps et le lieu du service, donc dans le local où il était censé travailler et pendant ses horaires de travail. Et donc, il y a une présomption, c'est-à-dire que ça va être à l'administration de démontrer le contraire. Et donc, par exemple, qu'il y a une circonstance particulière qui détache l'accident du service ou éventuellement une faute personnelle. Une faute personnelle, ça peut être un agent qui n'a pas mis les protections nécessaires pour réaliser les missions qu'il avait à réaliser. Donc, accident de service, présomption d'imputabilité dès lors que l'événement, l'accident, survient dans le temps et le lieu du service. En parallèle de l'accident de service, vous avez la notion d'accident de trajet. Effectivement, l'agent qui effectue le parcours habituel entre le lieu d'exercice des fonctions et sa résidence, lorsqu'il a un accident, cet accident peut être reconnu un accident de trajet et ouvrir droit au CIPIS et donc au maintien de sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions. Là, vous n'avez pas de présomption d'imputabilité. C'est à l'agent de démontrer, d'apporter la preuve qu'il a été victime d'un accident de trajet, c'est-à-dire d'un accident sur le parcours habituel entre son lieu de travail et sa résidence, son domicile. Donc, effectivement, si par exemple un fait personnel du fonctionnaire est de nature à détacher finalement l'accident de l'exercice de ses fonctions, on va rebasculer, si l'agent est dans l'incapacité d'exercer ses missions, on va rebasculer dans un congé de maladie ordinaire et pas dans un CIPIS. Notamment, c'est l'agent qui fait un détour sur son trajet habituel pour faire X ou n'importe quelle finalement course à titre personnel. Donc l'agent qui fait un détour sur son parcours habituel s'expose à ce que l'administration refuse de lui reconnaître la qualification d'accident de trajet et donc ne le place pas en CIPIS mais en congé de maladie ordinaire.
Troisième hypothèse pour bénéficier d'un sick leave, démontrer qu'on est atteint d'une maladie professionnelle. Et alors là, 3 sous-hypothèses pour la maladie professionnelle. Tout d'abord, l'agent est est atteint d'une maladie qui est désignée par les tableaux de maladies professionnelles que vous connaissez bien et qui sont inscrits au Code de la sécurité sociale. Et donc, les tableaux fixent, donc déjà nomment les maladies, les pathologies qui peuvent ouvrir droit à la reconnaissance de maladie professionnelle et listent les conditions dans lesquelles qu'il faut démontrer pour pouvoir ensuite prétendre à cette qualification de maladie professionnelle. Donc, c'est une question de durée d'exposition, mais également de tâches, de missions à réaliser pour qu'on puisse justifier de la maladie professionnelle. Eh bien, dans ce cas-là, lorsque l'agent démontre avoir une maladie listée dans les tableaux et qu'il remplit les conditions afférentes, eh bien, il y a une présomption d'imputabilité. Ça veut dire que la charge de la preuve est renversée et que c'est à l'administration de démontrer le contraire. C'est-à-dire que l'agent a juste à apporter les éléments relatifs à la maladie dont il est atteint et aux conditions du tableau qu'il remplit. Dans l'hypothèse où l'une de ces conditions n'est pas remplie, par exemple la durée d'exposition que l'agent ne parvient pas à démontrer, eh bien là la présomption disparaît. Ça ne veut pas dire que l'agent ne pourra pas démontrer qu'il a une maladie professionnelle, c'est juste qu'il n'y a pas de présomption. Et dans ce cas-là, il faudra qu'il apporte l'ensemble des preuves qu'il a à sa disposition pour démontrer que la maladie est directement causée par l'exercice des fonctions. Ça, c'est le deuxième point. Soit vous avez une maladie qui est dans le tableau et vous en respectez toutes les conditions et il y a donc présomption d'imputabilité. Soit vous êtes atteint d'une maladie qui est dans les tableaux du Code de la sécurité sociale, mais il vous manque une des conditions et dans ce cas-là, il faut apporter les preuves que la maladie est directement causée par l'exercice des fonctions. Et enfin, troisième hypothèse, c'est lorsque vous êtes atteint d'une maladie qui n'est pas référencée dans les tableaux du Code de la sécurité sociale. Et là, pareil, ça ne signifie pas que vous n'aurez pas le droit à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, c'est juste qu'il n'y aura pas de présomption et qu'il faudra apporter la preuve que la maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente de moins 25%. Donc là, la preuve est plus difficile, en tout cas, à apporter pour les fonctionnaires parce qu'il y a ces deux conditions à démontrer lorsque la maladie n'est pas référencée au sein des tableaux du Code de la sécurité sociale. Donc, ça, c'était le bref rappel de l'ensemble des droits à congé dont bénéficient les agents publics et les titulaires, plus précisément, lorsqu'ils ont l'état de santé qui est dégradé, que ce soit en lien ou non avec l'exercice des fonctions. En matière de protection sociale obligatoire, vous avez quelques actualités, et notamment une évidemment liée à l'épidémie de Covid-19 et qui touche le jour de carence. Donc, vous l'avez sans doute suivi. Il y a eu différents textes qui sont venus supprimer ce jour de carence lorsque l'agent était atteint du Covid. C'est-à-dire que lorsqu'il contractait ce virus, eh bien, le jour de carence ne s'appliquait plus. Et le dernier texte en date qui vient prolonger en fait cette suspension du jour de carence, c'est la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui indique que l'article 115 qu'on a vu tout à l'heure qui applique un jour de carence est suspendu en cas de congé maladie en lien avec la Covid-19 à compter du 2 juin, parce que le texte précédent s'arrêtait au 1er juin, et ce jusqu'au 30 septembre 2021. Donc jusqu'au 30 septembre 2021, tous les agents publics qui contractent la Covid-19, qui contractent cette maladie, eh bien, ne se voient pas appliquer de jours de carence et donc ont un maintien de la rémunération dès le premier jour de maladie. Voilà pour cette première actualité. Deuxième actualité, mais qui commence
être un petit peu être un peu daté, si je peux me permettre, mais c'est la reconnaissance de la Covid-19 comme une maladie professionnelle. C'est-à-dire que les tableaux du Code de la sécurité sociale ont été évidemment complétés par un nouveau tableau numéro 100, affection respiratoire aiguë liée à une infection au SARS-CoV-2, et donc un tableau avec les conditions qui sont prévues liées au délai de prise en charge et aux activités limitativement énumérées. Et donc, si l'agent démontre qu'il est donc atteint d'abord du Covid-19 et en plus qu'il remplit les conditions, il pourra donc bénéficier d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle et bénéficier d'un CITIS en parallèle. Néanmoins, évidemment, les critères sont très restrictifs et cela ne va concerner finalement sans doute que les personnels soignants et ou en contact avec des malades. C'est-à-dire qu'un agent, par exemple, territorial qui serait potentiellement en contact, qui aurait été potentiellement en contact avec du public, ne pourra pas, et qui contracte le Covid-19, ne pourra pas bénéficier de cette présomption liée à l'inscription du Covid-19 dans les tableaux, mais devra véritablement démontrer, c'est la deuxième condition pour la maladie professionnelle lorsque vous ne respectez pas l'une des conditions, c'est d'apporter les preuves qu'il a bien contracté la Covid-19 dans l'exercice de ses missions. Troisième actualité en matière de protection sociale obligatoire, c'est ce qui est applicable à partir d'aujourd'hui, donc 1er juillet 2021, c'est l'allongement du congé paternité par l'intermédiaire de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 du 14 décembre 2020, où là, évidemment, le congé paternité va passer de 11 ou 18 jours lorsque c'était des naissances multiples à respectivement 25 ou 32 jours calendaires, avec une obligation pour les futurs papas de prendre 4 jours obligatoirement après le congé de naissance qui, pour rappel, est de 3 jours. Donc applicable à partir du 1er juillet 2021 pour toutes les naissances à partir de maintenant. Là, enfin, dernière actualité de la protection sociale obligatoire que je voulais voir avec vous, c'est, pour rappel, celle qui a été engendrée par la loi de transformation de la fonction publique, donc loi de la transformation de la fonction publique qui date du 6 août 2019, et l'article 40 qui habilitait le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et visant notamment à, alors je ne vais pas vous les relire, vous irez voir à tête reposée cet article 40, mais c'est les deuxièmement à cinquièmement, et c'était toute la réforme liée à l'état de santé, à la prise en charge en fait de la dégradation de l'état de santé des agents, sur l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique, le fonctionnement des instances médicales, et ces choses faites depuis le 25 novembre 2020 dernier, avec cette ordonnance numéro 2020-1447, portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique, où vous retrouvez les mesures phares de la réforme, qui sont d'abord une refonte de la condition générale d'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique, où on a, en fait, avant, là, on a un principe général qui est tout le monde peut accéder à la fonction publique, et c'est véritablement que certaines fonctions où vous allez pouvoir avoir des conditions de santé particulières qui vont être exigées. Et donc ça vise évidemment un objectif de non-discrimination au regard de l'état de santé des candidats aux emplois publics, mais qui, en raison des risques spécifiques de certaines fonctions, nécessite que vous démontriez finalement que votre état de santé vous permet bien d'exercer certaines fonctions. Donc en fait, on a juste renversé un peu le principe. Avant, il fallait passer un examen médical pour vérifier votre état de santé. Maintenant, c'est tout le monde peut accéder à la fonction publique, et c'est que si vous exercez certaines fonctions qu'on pourra vous demander, exiger en tout cas des conditions de santé particulières. Deuxième mesure phare de cette réforme, c'est la création d'une instance médicale unique qui est le conseil médical. Effectivement, actuellement, et jusqu'au 1er février 2022, on verra, vous avez 2 instances médicales pour les agents publics qui ont vocation à se prononcer sur leur état de santé. C'est le comité médical, donc pour l'octroi des différents types de congés qu'on a vu, congé maladie ordinaire, congé de longue maladie,
et congé de longue durée, c'est le comité médical qui est composé de différents médecins et notamment potentiellement de médecins spécialistes qui va rendre un avis sur lequel va pouvoir s'appuyer l'administration pour octroyer ou non les droits à congé afférents. Comité médical et en parallèle la commission de réforme qui, elle, pour schématiser, intervenait notamment en matière de CITIS. D'accord ? Donc, dès l'instant où il y avait accident de travail ou maladie professionnelle, c'était la commission de réforme qui devait se prononcer. Et donc, je pense que pour éviter, pour simplifier en tout cas la procédure et éviter de s'être par exemple trompé, d'avoir saisi la commission de réforme, alors c'est le comité médical, la réforme conduit à la création d'une instance médicale unique qui est le conseil médical. Autre mesure phare de la réforme, c'est la possibilité de travailler à temps partiel pour raisons thérapeutiques en l'absence d'arrêt maladie préalable. C'est vrai que ça peut paraître évident quand on le lit comme ça, mais avant, il fallait nécessairement en tout cas les textes tels qu'ils étaient écrits, sous-entendaient qu'il fallait d'abord avoir été en arrêt maladie et qu'ensuite on pouvait reprendre, après un arrêt maladie, en temps partiel thérapeutique. Sauf que toutes les pathologies n'entraînent pas forcément un arrêt maladie. Et donc, vous pouvez avoir votre état de santé dégradé qui ne vous met pas dans l'impossibilité d'exercer vos fonctions, mais qui nécessiterait un temps partiel pour vous permettre justement d'avoir des soins ou de vous reposer en parallèle et pour ensuite permettre une guérison. Et donc, ce temps partiel thérapeutique, évidemment, est désormais possible grâce à cette réforme, même en l'absence d'arrêt maladie. Et ça, c'est une disposition qui est en vigueur depuis le 1er juin 2021. Et à l'inverse, en revanche, la création de l'instance médicale notamment n'interviendra qu'au 1er février 2022. Et on est toujours dans l'attente de certains décrets d'application de l'ordonnance, donc il faut rester vigilant sur la veille juridique pour l'application de cette ordonnance. Une autre actualité sur cette ordonnance, qui est très récente, parce que c'est une décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2021. En fait, cette ordonnance du 25 novembre 2020 était venue modifier l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 83, article 21 bis qui était sur le CITIS, le congé pour invalidité temporaire imputable au service, donc c'est-à-dire le congé qui est octroyé après en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Eh bien, cet article 21 bis avait été modifié par l'ordonnance du 25 novembre 2020 pour permettre la chose suivante: nonobstant toute disposition contraire, peuvent être communiquées sur leur demande au service administratif placé auprès de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont tenus au secret professionnel, les seuls renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis par le présent article. Ce qui signifiait en fait que des informations, les renseignements médicaux et pièces médicales, donc soumis au secret médical, pouvaient être transmis aux agents des services administratifs pour qu'il y ait une analyse de ces éléments et pouvoir déterminer si oui ou non l'agent pouvait bénéficier de ce CITIS. Et l'UNSA Fonction publique a saisi le juge constitutionnel d'une QPC parce qu'elle considérait que cette disposition portait atteinte au droit au respect de la vie privée. Et le Conseil constitutionnel, donc dans cette décision du 11 juin 2021, a effectivement considéré que cette disposition était inconstitutionnelle, parce que si effectivement ça poursuit un objectif à valeur constitutionnelle de bon usage des deniers publics, c'est-à-dire ne pas attribuer sans une analyse préalable des droits à congé de CITIS et donc de maintien de la rémunération pendant une période qui peut être très longue, donc bon usage des deniers publics, eh bien, il s'agit quand même de données médicales auxquelles un grand nombre d'agents pourraient avoir accès, parce que c'était visé les services administratifs, et ces services administratifs sont composés d'agents qui n'ont aucune habilitation spécifique, c'est-à-dire qui n'ont aucune formation, par exemple, au secret médical, ou qui n'ont, en tout cas, aucune habilitation pour traiter ce type de données. Et le Conseil constitutionnel a considéré que c'était une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, et il a donc prononcé l'inconstitutionnalité de cette disposition, ce qui signifie que depuis, et puis en plus c'est une décision à portée immédiate, donc depuis le 11 juin 2021, vous ne pouvez plus, cette disposition n'est plus en vigueur. C'est-à-dire que si vous allez voir
l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 83 sur Légifrance en vigueur depuis le 12 juin, ce paragraphe a été supprimé du fait de cette disposition, de cette décision du Conseil constitutionnel. J'en ai fini pour la protection sociale obligatoire. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions sur ce premier volet ou si j'enchaîne sur la protection sociale complémentaire et qu'on fera les questions à la fin. Alors, c'est comme vous voulez. J'ai une question à laquelle je pense avoir répondu directement à la personne, mais quelqu'un qui me demande, pourriez-vous préciser qui sont les agents titulaires et quelle est la différence avec les autres agents de la fonction publique? Et donc, j'ai répondu directement que ce sont les agents autres, en fait, que les agents contractuels ou vacataires. Je suppose que c'est bien cela dont on parle. Alors oui, quand je parle, moi les dispositions que je vous ai présentées sur les congés maladie, c'est des agents titulaires, donc ça veut dire que ça ne concerne pas les agents contractuels ou les intérimaires ou les vacataires. Voilà, tout à fait. Ouais, ok. Donc c'est vraiment ceux qui sont titulaires de leur grade qui ont passé le concours, si on schématise. Voilà. Parce que les agents contractuels, c'est un peu différent parce qu'ils relèvent du régime général, donc c'est quand même relativement similaire à ce qui peut se passer pour les salariés. Parce que c'est la CPM qui va leur maintenir, qui va leur verser les indemnités journalières. Voilà. Oui, tout à fait. Donc il y a moins de spécificité en tout cas que pour les titulaires. Oui. Et alors une question un petit peu plus technique, même moi je ne m'y retrouve pas très bien. Alors si CMO, CLM et CLD s'enchaînent, pouvez-vous me confirmer que l'agent ne peut prétendre au maintien de son salaire à plein traitement que durant 3 années sur toute cette période? Alors, quand vous avez un CLM ou un CLD après un CMO, celui-ci, c'est le CMO qui est requalifié dès la date initiale. Ça veut dire que le CMO finalement n'aura pas eu d'effet. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, l'agent va être dans un premier temps placé en CMO. L'administration va lancer la procédure avec saisine du comité médical. Et en fait, si le comité médical dit oui pour un CLM, eh bien, ce CLM sera reconnu dès la date initiale de congé maladie. Donc, le CMO, donc congé maladie ordinaire, va finalement être substitué par un CLM. D'accord. Le CLD, ensuite, peut être octroyé après la première année de CLM à plein traitement. Et donc, c'est le CLD complet. Donc, le CLD qui est 3 ans à plein traitement va venir après le CLM. Donc, ça fait 1 an de CLM à plein traitement et ensuite 3 ans à CLD. Donc, 4 ans de plein traitement. De plein traitement. Et puis, avant de vous relaisser la parole, maître, j'ai une dernière question. Les agents ont-ils droit à des capitaux d'essai? Alors ça tout dépend du contrat de prévoyance qu'ils ont, je pense. D'accord. En tout cas, ils n'ont pas il y a rien qui est prévu par la loi de par leur employeur. Non, ça va être dans les cadres des complémentaires qu'ils auront signé, qu'ils auront contracté. Entendu. Et du coup, ça me permet justement de faire le lien avec cette protection sociale complémentaire des agents publics. Donc, on vient de voir la protection sociale obligatoire qui est prévue par les textes et qui permet le maintien de la rémunération des agents pendant leur maladie. Et donc maintenant, on voit cette deuxième aspect, c'est la protection sociale complémentaire qui est pour l'instant facultative. Et c'est la participation financière de l'employeur pour ses agents et ses retraités qui adhèrent à des règlements ou souscrivent des contrats garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires. C'est l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 83 qui prévoit cette possibilité pour les employeurs publics de participer financièrement à ces contrats de complémentaire santé. C'est pour les garanties de santé et ou les garanties prévoyance. Mais évidemment, c'est encadré, c'est-à-dire que les textes vont venir prévoir exactement quel type d'organismes peuvent être sélectionnés par l'employeur public et la procédure qui va devoir s'appliquer. J'attire votre attention sur le fait que dans l'article 22 bis, il y a eu des décrets d'application uniquement dans la FPE et la FPT
Pour la SPH, c'est un petit peu plus spécifique. C'est l'article 44 de la loi du 9 janvier 86, et on le verra plus tard, mais vous n'avez pas de décret d'application pour cette disposition de participation facultative de l'employeur aux frais engagés par les agents pour les complémentaires santé. On va donc distinguer ce qui se passe dans la fonction publique de l'État de ce qui se passe dans la fonction publique territoriale. Dans la fonction publique de l'État, c'est le décret, pour l'instant, du 19 septembre 2007 qui s'applique et complété par une circulaire du 27 juin 2016, je vous l'ai mis sur le support, qui prévoit, en fait, qui vient préciser la procédure à suivre pour la sélection des organismes par l'employeur public. C'est-à-dire que l'agent ne peut pas dire j'ai souscrit tel ou tel contrat avec tel ou tel type de garantie, merci de prendre en charge à hauteur de, je sais pas, 50, 60, 70%. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est l'employeur public, dans la fonction publique de l'État, qui va lancer une procédure de référencement après mise en concurrence pour sélectionner un ou plusieurs organismes. Et chaque organisme qui voudra répondre et proposer un type de contrat va proposer, faire une offre avec son tarif, les limites d'âge d'évolution du tarif, le degré de solidarité. Et ensuite, l'administration d'État va sélectionner sur des critères prédéfinis les meilleurs contrats proposés par les organismes. Une fois qu'ils ont sélectionné un ou plusieurs organismes qui correspondent à leurs critères, vous avez une convention qui est conclue et qui est en vigueur pendant une durée de 7 ans. Et une fois que ces organismes-là sont sélectionnés, c'est les agents qui vont pouvoir bénéficier de ce contrat auprès de ces organismes, et ce n'est que dans cette hypothèse qu'ils pourront bénéficier de la prise en charge financière fixée par l'administration. Dans la fonction publique territoriale, c'est un petit peu différent. Donc là, c'est un décret pour l'instant du 8 novembre 2011 qui s'applique, avec précisé par une circulaire du 25 mai 2012. Et là, on va retrouver d'une part la convention de participation qui rejoint un petit peu la procédure qu'on vient de voir avec la fonction publique de l'État, avec la conclusion d'une convention après procédure de référencement. Donc, je reviens peut-être pas dessus, c'est similaire, c'est-à-dire que l'administration territoriale, la collectivité, va mettre en place une procédure de mise en concurrence avec des critères prédéfinis qu'elle souhaite que les contrats respectent, les contrats proposés par les organismes. Et ensuite, elle va analyser les offres qui vont lui être remises pour ensuite conclure la convention pour une durée de 6 ans avec l'organisme en question et prendre en charge financièrement une partie des frais engagés par les agents qui auront conclu ces contrats avec les organismes. En parallèle de cette procédure, vous avez également la procédure de labellisation dans la fonction publique territoriale, où en fait, là, en amont, vous allez avoir des organismes qui vont obtenir des labels délivrés par des prestataires. Donc, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui va habiliter des prestataires, et ces prestataires qui vont délivrer les labels sur demande au regard des principes de solidarité qui sont listés par le décret et qui vont être relatifs aux garanties en matière de risque portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liée à la maternité, et en parallèle de l'incapacité, invalidité et décès. Et le label est accordé pour une durée de 3 ans. Et là, en fait, c'est à l'agent de dire j'ai conclu tel ou tel contrat avec cet organisme qui est labellisé, donc vous pouvez prendre en charge tout ou partie des frais que j'expose pour ces garanties-là. Et donc, ce que je viens de vous dire, c'est la procédure qui est actuellement en vigueur et qui est une procédure facultative. C'est-à-dire que c'est à l'employeur de déterminer si oui ou non il veut mettre en place ce type de procédure pour prendre en charge financièrement les frais de ses agents concernant ces contrats. Et on revient à cette loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique parce qu'elle a, par son article 40, habilité le gouvernement à réformer cette protection sociale complémentaire. Et l'ordonnance a été adoptée le 17 février dernier. Donc, c'est l'ordonnance numéro 2021-175 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. Je vous ai remis les grandes étapes de cette réforme parce que ça a commencé non pas en août 2019, mais plutôt
un peu avant, en décembre 2018, où vous avez eu une mission qui a été donnée à l'IGAS, notamment Inspection générale des affaires sociales, des finances et de l'administration, de réaliser un diagnostic et des recommandations sur la protection sociale complémentaire dans les 3 fonctions publiques. Et vous avez des rapports qui ont été établis, qui sont accessibles sur le site des inspections générales et qui ont été rendus publics le 5 octobre 2020. Et en fait, vous avez toute une liste de diagnostics et de recommandations sur ce qu'il faut faire pour réformer la protection sociale complémentaire pour que ce soit plus adéquat aux besoins des agents. Parce qu'ils se sont rendus compte, notamment dans la fonction publique de l'État, ils se sont rendus compte, par exemple, que la participation financière était extrêmement variable et pouvait aller de 3 € par an à 120 € par an en fonction du ministère auquel vous étiez rattaché. Oui, vous avez bien entendu 3 € par an, donc c'est quand même assez ridicule et donc ça faisait partie des préconisations d'avoir un minimum imposé par tout le monde pour participer et que la participation soit finalement utile aux agents. Ensuite, suite à ces rapports, il y a eu différentes réunions de travail avec les organisations syndicales, un avis consultatif du Conseil commun de la fonction publique le 18 janvier et donc l'adoption de cette ordonnance en février 2021 qui vient modifier l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 83 avec la mise en place d'une obligation désormais de participation au financement des garanties de protection sociale complémentaire santé. Donc là, maintenant, on va basculer. On était dans un régime facultatif qui était laissé au libre arbitre de l'employeur public. Maintenant, on bascule dans une obligation de participation au financement. Et donc, c'est une obligation de participation au financement pour des garanties au minimum, celles visées par l'article L911-7 du Code de la sécurité sociale. Et pour un montant, le montant de la participation, donc déjà, c'est une participation obligatoire, et en plus, la réforme vient fixer un montant minimum. Et ce montant, c'est la moitié du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales. Donc, la réforme, c'est vous êtes obligé de participer financièrement aux garanties de protection sociale complémentaire santé, et en plus, vous êtes obligé de le faire pour au moins la moitié du financement nécessaire pour les garanties minimales qui sont prévues au Code de la sécurité sociale. Ça, c'est pour le volet santé. Pour le volet prévoyance, on reste sur une participation facultative de l'employeur. Et donc, évidemment, la réforme laisse une marge de négociation et prévoit la possibilité d'un accord avec les organisations syndicales où cet accord pourra éventuellement prévoir la participation obligatoire pour le financement des garanties prévoyantes. C'est-à-dire, finalement, imposer à l'employeur qu'il participe à la fois sur le volet santé, ça c'est ce que la loi prévoit, mais également sur le volet prévoyance, dans l'hypothèse d'un accord avec les organisations syndicales. L'accord avec les organisations syndicales va pouvoir aussi prévoir, par exemple, la souscription obligatoire des agents à tout ou partie des garanties que le contrat collectif comporte. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, et la loi ne le prévoit toujours pas, c'est toujours sur demande de l'agent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation pour l'agent de souscrire les contrats qui ont été référencés ou labellisés par son employeur public. D'accord ? Mais là encore, c'est une ouverture à la négociation avec les organisations syndicales et l'accord qui sera trouvé pourra prévoir que les agents sont obligés de souscrire à tout ou partie des garanties du contrat collectif. Donc ça, c'est la modification de l'article 22 bis de la loi du 13 juillet 83, loi du 13 juillet 83 qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des fonctions publiques, donc fonctions publiques de l'État, territoriales et hospitalières. Mais vous avez une spécificité dans la fonction publique territoriale liée à cette réforme qui va être inscrite dans les articles 88-2, 3 et 4 de la loi du 26 janvier 84, donc loi qui est relative spécifiquement à la fonction publique territoriale. Et là, la réforme, en fait, va plus loin parce que pour la fonction publique territoriale, on prévoit
le texte prévoit désormais une participation obligatoire pour la santé, donc comme pour l'État, mais également pour la prévoyance. Éligibilité évidemment des contrats qui étaient labellisés auparavant ou qui bénéficiaient d'une convention de participation. Là encore, les garanties santé couvertes, comme pour la FPE, c'est au moins celles définies au grand 2 de l'article du Code de la sécurité sociale. Et pour l'État, on prévoyait un montant minimum qui était au moins égal à la moitié du financement nécessaire pour les garanties minimales. Dans la FPT, pareil, on va prévoir un montant minimal, mais ce montant de référence sera fixé par décret. Donc, il va y avoir un montant de référence fixé par décret et une obligation de participer pour la santé à un montant au moins égal à la moitié de ce montant de référence. C'est un peu compliqué. Le jour où je mets la main sur la personne qui a rédigé ce texte, je pense qu'il va m'entendre. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une participation obligatoire pour la santé et la prévoyance. Pour la santé, il va y avoir un montant de référence fixé par décret et l'employeur territorial devra participer à hauteur au moins de la moitié de ce montant. Et pour les garanties prévoyance, ce sera 20%, au moins 20% du montant de référence fixé par décret. Et toujours cette spécificité dans la fonction publique territoriale, la loi impose un débat sur les garanties accordées aux agents dans les 6 mois suivant le renouvellement général des assemblées délibérantes. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez des nouveaux élus qui arrivent en poste, dans les 6 mois qui suivent ce renouvellement, eh bien, ils doivent se prononcer, réfléchir sur les garanties accordées aux agents pour éventuellement les faire évoluer. Et je terminerai par l'entrée en vigueur progressive de cette réforme, parce que effectivement, lors de la parution de l'ordonnance, évidemment, vous ne pouvez pas du jour au lendemain demander aux administrations de mettre en place ce type de participation obligatoire. Donc, on a une entrée en vigueur progressive. D'abord, une entrée en vigueur de l'ordonnance qui intervient au 1er janvier 2022. Et pour la FPE, à partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au terme de la procédure de mise en concurrence pour sélectionner le contrat, il y a une obligation de remboursement aux agents d'une partie du montant de leur cotisation. À partir du 1er janvier 2024, c'est l'entrée en vigueur de l'obligation de participation financière aux garanties santé pour un montant au moins égal à la moitié du financement nécessaire aux garanties minimales. Donc, ce qu'on vient de se dire, c'est que finalement, au 1er janvier 2024, dans la FPE, cette obligation de participation financière est en place. Pour la FPH, c'est au 1er janvier 2026. Et pour la FPT, il y a une différence entre les garanties prévoyantes qui vont entrer en vigueur au 1er janvier 2025, donc cette obligation de participation financière à hauteur de 20% d'un montant fixé par décret, entrée en vigueur au 1er janvier 2025, pour la FPT 1er janvier 2026, avec l'entrée en vigueur de l'obligation de couvrir à minima les garanties minimales de l'article L911-7 du Code de la sécurité sociale et d'une participation au moins égale à la moitié du montant de référence. Voilà pour cette entrée en vigueur progressive. Et j'en ai donc terminé sur mon intervention et je laisse place peut-être aux interrogations qui ont pu naître sur ces éléments-là. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Bah, c'est nous qui vous remercions, Maître Prevost. C'était très clair et très intéressant. Alors, j'aurais peut-être 2 petites dernières questions à vous poser. Quelqu'un nous demande si le délai de carence qui a été suspendu pendant la Covid l'est-il toujours avec le déconfinement? Oui. Il est toujours suspendu. Oui, tout à fait. C'est une des premières actualités. Vous allez le retrouver sur le support. Donc là, je l'ai remis à l'écran. C'est effectivement la loi du 31 mai 2021 qui vient bien suspendre l'application de l'article 115 qui prévoit le jour de carence. C'est-à-dire que le jour de carence est suspendu pour les congés maladie en lien avec la Covid-19 jusqu'au 30 septembre, pour l'instant. Voilà. Très bien. Donc oui, il est bien toujours suspendu jusqu'au 30 septembre. C'est noté.
Une question sur les procédures de mise en concurrence visées dans l'ordonnance. Est-ce que ce sont les mêmes qu'avant? Alors, j'ai référencement pour la fonction publique et d'État pour la fonction publique territoriale. Alors oui, en principe. Après, l'ordonnance est venue, elle, modifier l'article 22 de la loi du 13 juillet 83, et on est dans l'attente. Donc là, c'est une vigilance. On est dans l'attente des décrets d'application. Donc les décrets d'application qui vont venir soit modifier les décrets qui sont déjà en cours, mais en tout cas, à l'heure actuelle, au niveau des débats, on est sur le maintien des procédures actuelles, c'est-à-dire référencement, effectivement, comme vous le disiez, pour la FPE, et labellisation, convention de participation pour la FPT. Tout à fait. D'accord. Mais il restera du coup une procédure à mettre en œuvre pour la FPH, par exemple, parce que pour l'instant, il n'y a pas de décret d'application. Tout à fait. Tout à fait. Concernant les garanties santé visées par la réforme, est-ce qu'il s'agit de celles du panier de soins des salariés ou bien des garanties du contrat responsable? Non, c'est le panier de soins des salariés. D'accord. Et alors, quelle serait la date de mise en conformité des garanties lorsqu'une collectivité territoriale a déjà souscrit un contrat de labellisation et qu'elle souhaite le maintenir? Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2026, il faut qu'elle vérifie que la convention qu'elle a passée respecte bien, d'une part, bien les garanties minimales qu'on vient de rappeler, et que sa participation est au moins égale à la moitié du montant de référence. C'est-à-dire qu'en fait, elle devra repasser, à mon sens, mais il faut encore une fois attendre les décrets d'application. Si vous avez une convention de participation en cours au 1er janvier 2026, c'est-à-dire au moment où l'obligation entre en vigueur, si votre convention, à mon sens, de participation respecte les nouvelles obligations, eh bien, à mon avis, elle pourra perdurer. En revanche, si elle ne respecte pas les conditions, c'est-à-dire si par exemple la participation n'est pas suffisante du côté employeur, eh bien il faudra relancer une procédure de mise en concurrence. D'accord. Et puis, allez, on va prendre une dernière question. Et pour ceux qui en ont d'autres, ne vous inquiétez pas, nous essaierons de les relayer par la suite et d'y répondre. Mais j'ai quelqu'un qui me demande, qu'entend-on par l'éligibilité des contrats labellisés? Et est-ce une spécificité de la réforme pour la fonction publique territoriale? En fait, ça signifie que les contrats labellisés vont pouvoir… en fait, c'est juste… on maintient les types de procédures qui étaient avant. C'est-à-dire qu'un contrat qui était labellisé et qui est labellisé au moment où ça va rentrer en vigueur, c'est-à-dire au 1er janvier 2026, va pouvoir bénéficier en fait aux agents avec une participation des employeurs publics. C'est juste pour dire que finalement les modalités de désignation des organismes et des contrats proposés seront les mêmes qu'avant. D'accord. Donc les contrats labellisés pourront bénéficier d'une participation obligatoire de l'employeur. Voilà. De l'employeur, oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Bon, mais Maître Crevaux, je vous remercie infiniment pour cette intervention qui a mobilisé beaucoup de participants et qui a donné lieu à beaucoup de questions également. À très bientôt et encore merci pour votre contribution et votre participation. Et je vous souhaite à tous, compte tenu de l'heure, un très bon appétit et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire Argus de l'assurance formation. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.